Christian Arbulot, bonjour. Nous inaugurons aujourd'hui une chaîne qui s'appelle 50 ans de guerre de l'information. On reviendra sur votre parcours, sur ces 50 ans où vous avez découvert et puis appris ce qu'était la guerre de l'information, tant d'un point de vue théorique que pratique. Mais avant ça, j'aimerais vous demander, on parle beaucoup aujourd'hui de guerre de l'information, c'est assez à la mode sur les rayons des librairies en France, dans les médias. Quelle est la situation de la France aujourd'hui en termes de guerre de l'information ? Alors la situation en termes de guerre d'information, ça me fait penser à une autre situation qui remonte à juste avant la Deuxième Guerre mondiale, où on avait l'impression d'avoir la meilleure armée du monde. On vivait sur cette fameuse notoriété et où brutalement on a découvert qu'on avait au moins une guerre de retard, qu'on n'était pas du tout préparé, qu'on n'était pas capable d'avoir imaginé d'installer sérieusement des appareils radio dans des chars de combat pour qu'ils puissent communiquer entre eux, que des erreurs aussi importantes, on ait pu les commettre, sans finalement que le pouvoir politique de l'époque, la haute hiérarchie militaire de l'époque, ne s'en offusque. Et en 2021, maintenant, moi j'ai le sentiment qu'on est, par rapport à la guerre de l'information, exactement dans une situation similaire. C'est ce qui me contrarie, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais ce qui m'épouvante quelque part, parce que je me dis comment est-ce possible qu'après avoir pris une raclée comme en mai-juin 40, on puisse de nouveau, comme si de rien n'était, faire semblant qu'on est prêt, tout se passe bien, on pense aux choses, alors que c'est faux. C'est ça mon problème. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est faux? Est-ce qu'il y a des événements ou des indicateurs pour bien comprendre en fait l'état de la situation aujourd'hui? Alors il y a plusieurs éléments. Le premier, le plus important, c'est je pense qu'en mai-juin 40, on n'avait pas de stratégie face à l'Allemagne nazie. On avait une pseudo-idée d'un plan pour essayer de réagir face à l'armée allemande, mais en fait, on n'avait pas de stratégie. Qu'est-ce que j'entends par stratégie? C'était de bien comprendre à quel pays on allait s'affronter, dans quel contexte on allait s'affronter, quelles étaient nos propres contradictions. À l'époque, une partie des élites françaises avait un sentiment mitigé par rapport à l'Allemagne, puisque derrière l'Allemagne, il y avait le problème de l'Union soviétique. Et ce problème de l'Union soviétique leur faisait presque plus peur que l'Allemagne elle-même. Donc déjà, cette image déformée, floue, créait une grande confusion dans les esprits. Et on l'a vu durant la guerre, on l'a vu avec la collaboration, on l'a vu avec l'explosion de la classe politique de la Troisième République. On n'avait pas de stratégie unifiée, c'est-à-dire la France en 40, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment faire et qui était prêt dans ce pays à réagir de manière tangible face aux problèmes majeurs du moment. Et on sentait bien que d'un côté, il y avait une population qui voulait plus se battre, traumatisée par la Première Guerre mondiale. De l'autre, il y avait une classe politique divisée, puisque une partie de la classe politique estimait qu'il fallait que le danger le plus grave, c'était pas l'Allemagne nazie, il n'y avait pas encore l'Holocauste, etc., mais il y avait surtout l'Union soviétique et la déstabilisation du monde tel qu'on l'avait connu avant la révolution bolchevique, et tout ça se mélangeant a très fortement fissuré, divisé, rendu illisible toute stratégie pertinente. On n'était pas les seuls à être dans ce cas-là. Je crois que le film qui est sorti récemment sur Winston Churchill, Les années sombres, montre très bien l'isolement d'un homme que Churchill par rapport son propre parti conservateur, dirigé par Chamberlain et Halifax. Et on voit très bien que à un moment donné, Churchill lui-même était presque prêt à négocier
quand il y a eu l'effondrement sur le front français, etc., l'épisode de Dunkerque. La situation actuelle, pour moi, elle est assez semblable. Pourquoi? Elle est assez semblable parce que la France n'a pas de stratégie en 2021. La France est dans une position très inconfortable, c'est-à-dire qu'elle a à gérer ce qu'elle est depuis l'après-guerre, c'est-à-dire une puissance qui petit à petit a réduit sa voilure et est devenue vassale des États-Unis d'Amérique, comme la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, sans le revendiquer, sans l'affirmer, mais en l'acceptant silencieusement. Donc, un vassal, on sait très bien qu'il est complètement lié à l'attitude du suzerain, et les États-Unis sont le suzerain. Et c'est vrai que la présidence précédente, avec ce président choquant qui est encore dans toutes les mémoires, auquel Biden a succédé, donc ce cher Donald Trump, ça avait commencé à fausser beaucoup la visibilité de cette espèce de confort de non-stratégie du vassal, c'est-à-dire subitement le suzerain était en train de changer toutes les règles du jeu, que le vassal pouvait craindre même d'une certaine manière que le suzerain se retourne directement contre lui. Biden arrive, en apparence on pense que les choses vont redevenir comme avant, en réalité on sait très bien que ce ne sera pas le cas. Et pourquoi ça ne sera pas le cas? Parce que justement cette moyenne puissance qu'est devenue la France, qui s'est au cours des décennies habituée à être dans la roue des États-Unis, il y a un autre phénomène perturbateur, c'est la Chine. Donc, elle est déjà dépendante des États-Unis. La France doit-elle en même temps être dépendante de la Chine? Est-ce que son jeu tactique, c'est d'être dans le dosage de la dépendance de l'un par rapport à l'autre? Tout ça n'est pas très encourageant comme ce que j'appellerais une stratégie pertinente. Et puis en plus, il y a la Russie, et puis en plus, il y a la Turquie. Enfin, on peut comme ça lister un certain nombre de pays qui nous posent problème. Et on voit bien que si on revient à la case départ, la France elle-même, honnêtement, on est dans le flou. On est devant un pouvoir politique qui, en apparence, je parle de celui qui est au gouvernement aujourd'hui, semblerait unifié, mais sur quoi? Sur quoi? Et dès qu'on va sur l'ensemble de la classe politique, on voit bien que les questions fondamentales qui sont liées, mais c'est quoi la stratégie de la France? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce pays dans le monde actuel face aux problèmes? La première chose qu'on pourrait attendre, c'est qu'on ne soit plus vassal. Mais ce n'est même pas un problème. Alors que pour moi, c'est un énorme problème. La deuxième chose qu'on pourrait attendre, c'est que non seulement on ne soit plus vassal, mais qu'on ne devienne pas vassal de deux superpuissances, avec le coût qui découle de ça. Puis la troisième chose qu'on pourrait entendre, c'est que comme le monde est plus ou moins chaotique, avec des logiques très contrastées, contradictoires, le rapport à la Russie, le rapport à la Turquie, etc., on voit bien que dès qu'on met ces autres pions sur l'échiquier, notre posture n'en est que d'autant plus incertaine. Nous ne savons pas à moyen long terme où nous allons. Et c'est bien ça le problème de fond. Donc, ça, c'est le premier élément. Premier élément, si je compare avec la période du début de la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas le sentiment qu'on ait de la stratégie. On dépend de facteurs soit auxquels on s'est soumis, soit qui nous échappent. Et ce qui fait que les marges de manœuvre sont vraiment très réduites. Le deuxième élément, c'est que, un peu à l'image de ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale,
les élites, comme on les appelle, qu'elles soient administratives ou économiques, finalement, elles se sont habituées à vivre dans le court terme, elles se sont habituées à ne pas vraiment croire au besoin d'avoir une stratégie. Et ça fait tellement longtemps que quand on évoque cette question, on n'a pas de réponse. Quand je parle de stratégie, concrètement parlant, c'est par exemple comment on réindustrialise la France, comment on lui redonne une dynamique réelle. Rien que dire ça, on sait très bien aujourd'hui que c'est presque une injure, c'est presque le propos de quelqu'un qui est fatigué ou agité, que sais-je. Et le pire de tout, c'est que on entend, à cause de ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois avec la crise de la Covid-19, etc., des mots, des phrases sur une communication autour d'une stratégie. On va en faire de la stratégie. On va relocaliser en France des choses indispensables. On va même peut-être faire des actions qu'on pourrait qualifier de guerre économique par rapport à qui et comment? Par rapport aux suzerains, aux États-Unis. Là déjà, si on commence à titiller un peu l'interlocuteur, à lui demander tout de suite des précisions. Exemple, si on considère que récupérer le plus vite possible la filière chaudière nucléaire qu'on a si généreusement laissée à General Electric par rapport au précaré de ce qui reste de la puissance française, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire militaire, elle est où la stratégie? C'est qui la task force qui œuvre aujourd'hui pour obtenir un résultat gagnant, c'est-à-dire récupérer une chaîne technologique absolument indispensable pour la dissuasion nucléaire française? Et on pourrait comme ça ouvrir des tiroirs les uns après les autres, et on sait très bien que malheureusement, c'est pas la petite phrase, mais dormez tranquille, braves gens, il y a des gens qui font ça dans le silence, ils n'en parlent pas, bien entendu, c'est secret, mais c'est fait. Non, c'est pas fait. Et là est le problème. On parle, on fait de la communication, on utilise des concepts qu'on n'utilisait pas avant, notamment celui de guerre économique, mais en réalité, quelle est la stratégie? Est-ce qu'il y a une déclaration claire, courageuse, volontariste, lucide pour dire la France ne peut pas construire son avenir en étant, comme elle l'a été pendant 7 décennies, vassale des États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'elle est dans cette posture de remettre son destin en main? Non. Et quand on pose cette question-là, on n'a pas de réponse. Mais pas plus qu'on aurait eu de réponse au moment des accords de Munich, où une classe politique, son seul souci, c'était de faire semblant de préserver la paix, alors qu'elle savait très bien qu'on allait vers la guerre, et où il n'y avait pas plus de stratégie. Et je le répète, le drame, c'est la comparaison, hélas, c'est que les élites dans les systèmes militaires, civils, privés, hélas, ne créent aucune démarche pour lucide, j'ai envie de dire, pour qu'on commence enfin à parler de l'essentiel. Puis le troisième élément, faire la guerre. On parle de guerre de l'information. Faire la guerre de l'information, c'est avec qui, comment, avec quoi, pourquoi? Alors j'entends ici et là dire attention, il risque d'y avoir une nouvelle menace russe par rapport aux élections présidentielles de 2022. Alors ce genre de phrase, j'y prêtais attention si en même temps, fameuse formule magique, si en même temps on se disait oui mais l'attitude très contestable des GAFAM américains dans le cadre de la dernière élection présidentielle américaine,
elle nous pose problème. En quoi des multinationales étrangères devraient-elles avoir une influence indirecte sur le fonctionnement de notre démocratie, sur un vote qui est important, l'élection présidentielle en France, et quelles garanties nous nous donnons pour que ni Facebook, ni Twitter ou d'autres n'interfèrent sur le déroulement de cette élection. Pour moi, la menace, elle est aussi forte que les manipulations que les Russes ont pu déjà conduire dans d'autres contextes. Les GAFAM, c'est une menace aussi importante. Ce n'est pas ce qui est dit, ni dans les médias, encore moins par le pouvoir politique, ni même, et c'est malheureusement le constat que je fais, par les administrations responsables qui devraient travailler sur ces sujets. Et si je vais un tout petit peu plus loin, si par miracle on avait une stratégie, si par miracle on avait un pouvoir politique courageux, pas dans une pièce de théâtre, courageux, c'est-à-dire prenant réellement à bras-le-corps le défi principal qui est que pour que la France ait aujourd'hui une stratégie, elle va devoir s'affronter à plus grand qu'elle, à plus fort qu'elle, avec en face des jeux d'influence à tout niveau qui sont quand même très très puissants. Et dans ce cas, nous serions obligatoirement dans la réalité et la lucidité, nous sommes dans un combat du très très faible au fort en matière de guerre de l'information sur ce terrain-là. Combat du très très faible au fort en matière de guerre de l'information sur ce terrain-là, mais ça veut dire quoi? Comment on fait, avec qui et comment? Et là, si vous voulez, on retombe sur un problème central, c'est que en tendant bien l'oreille, on voit bien il n'y a pas de réponse. Dans le meilleur des cas, une micro-réponse quelque part, où on agite des micro-forces pour agir sur des micro-sujets, pour avoir bonne conscience et se dire mais si, regardez, nous y avons réfléchi à ça, nous avons, pendant que vous dormiez tranquillement, créé cette petite structure qui répond tout à fait à votre question. Non, c'est comme si on décidait de mettre une section d'infanterie devant 10 divisions blindées. C'est pas sérieux. Donc ce n'est pas, malheureusement, une question d'actualité, ce n'est pas dans les esprits, ce n'est pas, je parle des esprits de ceux qui sont aux décisions, notamment à la tête du pouvoir politique, gouvernemental, etc. Donc nous avons une case vide qui exprime ce sentiment de malaise que je vous exprimais moi-même tout à l'heure, c'est-à-dire nous sommes de nouveau à la merci de ceux qui vont attaquer. Et il n'y a pas pire d'être à la merci de ceux qui vont attaquer, qui vont nous attaquer sur un certain nombre de sujets, même si, soyons une fois de plus réalistes, on n'est pas au cœur de tous les problèmes du monde aujourd'hui, parce que ça aussi, il faut quand même l'intégrer une bonne fois pour toutes. Merci pour cette introduction, et dans les prochains épisodes, nous verrons à la fois votre passé dans ce domaine et les solutions que vous apportez, que vous préconisez pour que la France sorte de cette impasse stratégique.